Dans le podcast AWS en français cette semaine, on parle de générative IA, d'IA générative, je devrais dire en français, en bon français, avec le déploiement chez Bureau Veritas. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Merci de vous abonner au podcast AWS en français tous les vendredis dans toutes les bonnes applications de podcast. Abonnez-vous, comme ça vous recevez les nouveaux épisodes tous les vendredis. Cette semaine et pendant plusieurs semaines dans le podcast, nous sommes au Summit AWS à Paris qui avait lieu le 9 avril. Nous sommes au Palais des Congrès sur la partie expo. Vous entendez un peu de bruit de fond derrière et c'est normal, c'est parce que nous enregistrons ces épisodes. Et peut-être vous êtes venus nous dire bonjour. Vous faites partie des personnes à qui j'ai serré la main pendant cette journée. Je suis accompagné de Tiffany Souter. Hello tout le monde. Bonjour. Et cette semaine, on parle d'IA générative chez Bureau Veritas avec non pas un, mais deux invités. Édouard Lagrue, Group AI and Robotics Product Manager. Michel-Ange Camille, Group Data and AI Governance Program Director. Messieurs, merci d'être là. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Bureau Veritas, c'est quoi ? Alors, Bureau Veritas, c'est un des leaders mondiaux du métier du test, inspection et certification. Globalement, on est sur la conformité technique des assets, des sites, des équipements, des process de nos clients. Et ça, sur quasiment tous les domaines de l'économie physique, les bâtiments, l'infrastructure, l'énergie, les produits industriels, les produits consommateurs, les grandes matières premières, on est sur les grands flux de matières premières, et puis également donc la certification, qui est le business pour lequel on est sans doute le plus connu, mais qui n'est qu'un seul des business de Bureau Veritas, et notre métier historique qui est la marine et l'offshore avec les navires, que Edouard connaît bien. Ouais, donc C'est-à-dire ? c'est une entreprise qui a bientôt 200 ans, donc 1828. Et à l'origine, l'idée, c'était de vérifier les conditions des bateaux afin que les assureurs puissent avoir un tiers parti de confiance pour pouvoir assurer donc, ces gros projets qui pouvaient être très coûteux. Et donc de là est née la notion d'avoir cette confiance sur les projets et sur tout type de produits, d'infrastructures. On aime bien résumer sur notre métier, c'est de vérifier des choses. On ne vérifie pas à partir de rien, et on va revenir là-dessus de pourquoi on est dans ce podcast et tout l'intérêt et les problématiques qu'on a. Il y a des bases réglementaires qui sont très complexes et qu'on va venir appliquer. Donc on a des experts dans quasiment tous les domaines, et que ce soit la chaise sur laquelle on est assis, le matériel qui Ça a été est devant vous, certifié, le bâtiment dans lequel l'éclairage, on tient. l'électricité. On prend ça pour acquis, mais la confiance par rapport à tout ce qui nous entoure, en fait, c'est parce qu'il y a des acteurs, et notamment Bureau Veritas, qui va venir vérifier tout ça. Et donc, quand on sort, on ne se pose pas la question, est-ce que le train va exploser ou bien est-ce que... Non, tout ça a été vérifié par un tiers parti de confiance. Et c'est pour ça qu'on peut profiter de tout ce qu'on a aujourd'hui. Oui, et même sur AWS, quand on dit qu'AWS est certifié PCI DSS ou autre ISO, machin chose, alors peut-être pas ces certifications-là spécifiquement, mais ce sont des sociétés telles que Bureau Veritas qui viennent vérifier nos procédures, Et nos les data centers installations, aussi. et les auditer, etc. Vous êtes ce tiers de confiance qui émettent des certifications. Ça veut dire que votre métier, c'est, désolé si je caricature, c'est produire des documents, beaucoup de documents. Oui. Ça me permet de faire un enchaînement. Tout à fait. C'est notre métier, notre histoire depuis le début, c'est produire les documents, les rapports, les certificats qui sont les preuves de confiance dans les échanges et les transactions économiques. Et donc, effectivement, notre histoire est basée sur du document. Et donc, dans nos armoires et dans nos stockages numériques, on a énormément de documents. D'où l'idée d'introduire de l'IA générative pour traiter et parler de ces documents. C'est quoi le cas business qui vous avait fait penser à l'IA générative ? Il n'y a pas un cas business en particulier, mais c'est effectivement cette prise de conscience, quand on a vu arriver l'IA générative en 2023, que l'IA générative pouvait nous accompagner dans un cran plus loin dans l'utilisation, la valorisation de l'ensemble des documents qu'on avait dans nos archives. Et voilà, la vision fondamentale, c'est de dire qu'on va passer du document-driven au data-driven grâce à la GenAI, parce qu'on va réussir à extraire de la valeur de nos documents grâce à la GenAI. Et pour ça, on a eu des phases d'expérimentation successives. Expérimentation d'abord avec la GenAI de manière générique, où on a permis à un peu tout le monde d'expérimenter, mais dans un cadre de guidelines et de politique définis, sans utilisation
de données internes ou restreintes dans ça. Et donc, ça a limité forcément la capacité d'expérimentation qu'on avait là-dessus. Et c'est ça qui nous a amené, aussi par la compréhension de ce que Bedrock en particulier permettait en termes de réalisation, mise en place d'une IA générative sécurisée dans notre environnement, qu'on s'est dit, OK, Là, on on y a le va. coup, on y va. Mhm. On a pris un sample AWS, on l'a déployé. C'était évidemment le truc le plus difficile, c'était de le déployer. Et puis, on a commencé à le personnaliser un peu pour lui donner une identité Bureau Veritas, tant d'un point de vue graphique aussi que dans le prompt system, dans finalement, les instructions qu'on lui donnait. Et on a commencé à le mettre à disposition à des utilisateurs via la communauté IA générative qu'on avait commencé à fédérer avant ça. Et en fait, ça a été un sneak launch où c'est juste, on a droppé l'URL et allez-y, testez, dites-nous ce que vous en pensez. Alors, on va parler de ça en détail, justement. Mais donc, si j'ai bien compris, vous avez mis en place un système de chat qui permet d'interroger votre base de documentaires, que vos collaborateurs et collaboratrices puissent accéder aux différents documents. Alors, on n'a pas commencé par mettre en place et mettre des liens sur la base documentaire parce qu'on n'avait pas forcément de base documentaire de référence qui était suffisamment validée pour pouvoir le faire. C'est quelque chose qui est en train de se construire. Mais l'idée, c'était de mettre à disposition, dès le début, donc un assistant dans lequel les gens puissent directement uploader eux-mêmes les documents qu'ils pensaient pertinents pour répondre à leurs besoins, à leurs demandes, à leurs requêtes et expérimenter dans ce cadre qu'est-ce que l'IA générative allait leur permettre. Et quel est l'usage que vous observez des collaborateurs, collaboratrices? C'est du résumé? C'est du C'est question-réponse? Donc, comme tu disais, la mise en place, c'est dans un premier temps la productivité personnelle, mais avec l'espace pour customiser par rapport au métier auquel on exerce. Comme on l'a dit en introduction, il y a énormément d'industries qui sont affectées. Donc, on n'a pas une base de documentaire, elles sont multiples. Et là, l'idée, c'était déjà d'acculturer et de laisser la chance aux collaborateurs d'utiliser le GenAI, à la fois pour des tâches simples de résumé, mais à la fois aussi donc, d'utiliser les capacités de GenAI sur donc, ce qu'on disait, c'est la production de documents ou l'ingestion de documents. Ouais, typiquement, ce que nos personnes ont besoin de faire, c'est de prendre des documents, alors soit de réglementation, de spécifications clients ou de règles de procédure générale, et d'en déduire soit une procédure opérationnelle, soit des contraintes ou des exigences à vérifier. Et puis l'autre aspect, c'est la production aussi, production aussi du document, du rapport qui reste un livrable et un Ah oui, tendu. l'écriture Voilà. même du Et rapport, donc, ouais. effectivement, j'ai collecté un ensemble d'éléments, peut-être rapidement, en forme de notes, en forme de brouillon. Je génère un rapport correctement rédigé sur la base de ça, avec des instructions précises sur la manière de rédiger. Et j'oubliais dans la première partie quelque chose qui est extrêmement important pour nous, c'est j'ai un rapport déjà existant, établi, qui comporte des données mais qui sont à l'intérieur du document et donc pas du tout structurées. Je vais structurer les informations qui sont dans ce document. C'est-à-dire je crée un prompt qui dit crée-moi une table par exemple avec la liste des anomalies relevées dans ce rapport. Et automatiser ça, en fait, nous crée directement des bases de données structurées sur des choses qui étaient aujourd'hui enfouies dans nos documents. Et donc, qu'on va pouvoir leverager en termes d'analytique. Du coup, à chaque fois que vous produisez des documents, ils ont un standard, j'imagine? Justement, Non? on pourrait dire effectivement il y a des standards, mais en fait il y a plein de standards différents. On est je vais peut-être dire ça aussi en entrée, on est une entreprise qui est présente dans 140 pays avec effectivement une proximité client très forte. Et donc ça se traduit par des exigences de rendu qui peuvent être très différentes. De langue, par exemple, on veut peut-être que le rapport il soit directement thaïlandais ou dans n'importe quelle autre langue, ou de format, où parfois c'est le client qui nous demande que le rapport soit dans son format à lui. Et donc, les solutions de CR étaient absolument inopérantes sur ce type de documents-là, parce qu'on n'avait pas de standard justement commun sur les documents, parce que on a différentes exigences qu'on doit prendre en compte. Et l'IA générative, de ce point de vue-là, est extrêmement intéressante parce que elle s'affranchit de ces contraintes de format, elle comprend
le document, elle nous aide à structurer sur la base de la compréhension. Votre assistant s'appelle Jules. Ouais. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une belle histoire. Parce que Bureau Veritas, comme l'a dit Edouard, est une entreprise qui a une grande histoire depuis 1928 et qui est notamment citée plusieurs fois dans les romans de Jules Verne, dans 20 milieux sous les mers, etc. Et donc, pour je dirais, le lier à notre histoire et le personnifier, même si c'est une chose, un système, et ce n'est pas une personne, mais pour en tout cas le rendre plus proche de nous et de nos collaborateurs, on a décidé de le nommer Jules en hommage à Jules Verne. Alors rentrons dans la technique. Comment est-ce que vous avez développé? Vous êtes dans le podcast AWS, donc je me doute qu'il y a une partie qui tourne sur AWS, voire la totalité. C'est quoi les technologies sous-jacentes, les grandes briques et l'architecture que vous avez mis en place? Ouais, alors le cœur, c'est Bedrock, évidemment, qui effectivement a cette magie de rendre disponible complètement à la demande de l'IA générative, aussi bien d'un point de vue technique que d'un point de vue coût. Mais de manière plus générale, on l'a fait dans une architecture qui répond à la fois à nos propres standards, mais aussi à ceux vers quoi pousse AWS, c'est-à-dire le serverless. C'est-à-dire qu'en fait, c'est principalement des lambdas, Jules. Voilà, il Il n'y a pas de serveur, il n'y n'y a a pas pas de de serveur. C2. Non, non, c'est de la lambda, des lambdas, du glue pour certains jobs d'intégration, et puis OpenSearch serverless aussi pour la partie knowledge base. Et donc, en fait, et pour la partie RH en particulier. Et donc, on a une architecture qui est totalement scalable et élastique. Elle monte et elle descend en fonction des besoins en permanence. Donc c'est une interface web. Donc, c'est une interface web en React, qui s'appuie sur l'API Gateway et Lambda qui sont disponibles. Donc, il y avait déjà une API privée qui était disponible pour servir le client web principal, sachant qu'on a aussi développé d'autres types de clients, notamment des plugins Office qui viennent s'intégrer dans les applications Office pour pouvoir rendre disponibles certaines fonctions de Jules directement au sein de l'application. Et on est en train d'intégrer avec Teams et avec d'autres choses. Et puis, mais sur la base d'une API commune. Autour de Bedrock, il y a le service de Knowledge Base de Bedrock basé sur OpenSearch Serverless et des buckets S3 pour les bases documentaires qu'on ajoute. Un truc qu'on a fait aussi qui est assez intéressant, c'est qu'on a permis à chaque utilisateur donc déjà de créer son propre assistant ou ses propres assistants par rapport à leurs propres enjeux. Simplement en donnant une instruction, un équivalent de système prompt et des documents de contexte qui sont nécessaires pour cet assistant. Donc ça lui permet effectivement de répondre à certains besoins. Et en plus, on a ajouté la possibilité de créer sa propre knowledge base en ajoutant un nombre illimité de documents, et ce qui est pour dépasser la limite de la fenêtre de contexte, donc de spécifier la base de connaissances qui est utile pour cet assistant-là précisément. Et chaque assistant peut être partagé par l'utilisateur à n'importe quel autre utilisateur. Et c'est vraiment le end-user, il peut créer une nouvelle knowledge base, enfin une nouvelle base vectorielle. En fait, techniquement, on a utilisé des cas de mutualisation et les métadatas qui sont utilisables dans la knowledge base pour associer quels documents précis doivent être utilisés pour quel assistant. Donc en fait, techniquement, on a une seule knowledge base, mais chacun voit sa propre knowledge base et a une isolation logique de ces documents. C'est-à-dire qu'un utilisateur 1 ne verra pas les documents de l'utilisateur 2, parce que vous avez des contraintes de conformité, dans de l'adoption, sécurité aussi. c'était l'utilisation de l'assistant Jules. Ça permet à chacun de converser avec lui. Et tout le contenu reste entre l'utilisateur et le modèle. Et là, ce que Michel-Ange décrivait, c'est qu'on a en quelque sorte démocratisé le RAG. Parce que, comme on le disait, il y a tellement de niches et de règlements, de bases réglementaires, de corpus qui sont spécifiques qu'il fallait laisser le choix à l'utilisateur de créer sa propre base pour pouvoir l'exploiter. Et un des autres objectifs aussi, c'est de pouvoir lui laisser la main sur la mise à jour de cette base réglementaire, parce qu'elle évolue, elle est toujours en plus complexe, et la fréquence d'évolution, donc il y a souvent des documents qui viennent dépasser. Et donc l'idée, c'est de laisser libre à chacun de pouvoir avoir sa base qui est à jour et de travailler dessus. Je voudrais creuser ça un peu, comment ça marche techniquement. Comment vous associez un utilisateur à un résultat de recherche dans OpenSearch? Alors, justement, par les métadonnées, c'est un utilisateur définit un assistant qui a une fonction donnée avec une instruction, des documents de contexte, et
à une configuration de knowledge base. Donc, une configuration de knowledge base, c'est quoi? C'est simplement un ensemble de documents qui est placé dans un bucket documentaire et associé à des métadonnées qui indiquent à quel assistant ces documents sont reliés. Ce qui fait que au moment où on fait le retrieval dans le REG, on restreint en fait la recherche aux seuls documents qui sont référencés par cet assistant. Voilà. Et donc, du coup, avec une seule knowledge base, on sert plein d'assistants différents qui ont plein de knowledge base configurés différemment. Souvent, on se fait un assistant quand on a des tâches récurrentes et qu'on aura besoin de. Donc, on a une base réglementaire, on reçoit un rapport, on lance son assistant, donc comme un nouveau chat. On va utiliser donc tout le pré-prompt qu'on a mis, la base, donc la knowledge base ou des documents contextuels. On va avoir sa réponse et dès qu'on relance cet assistant, on peut recommencer de zéro. Et souvent, c'est des tâches récurrentes que les collègues, auxquelles les collègues font face aussi. Donc, comme disait Michel-Ange, on a la possibilité de partager à une personne spécifique cet assistant. Par contre, là, ça arrive en sorte de boîte noire où l'assistant est bien nourri et a accès à la knowledge base. Donc, encore une fois, là, c'est à la responsabilité de l'utilisateur de voir ce qu'il partage et avec qui il partage. Mais ça ouvre le champ des possibles. Comme je disais, la démocratisation du RNG qui fait pas mal de résultats. Ouais, et j'ajoute un petit type technique qui est que on a géré la déduplication automatique des documents, parce qu'il est tout à fait possible que plusieurs utilisateurs uploadent le même document, en utilisant en fait le hash de document comme index de son référencement. Et donc un document, s'il est déjà uploadé, son hash existe dans le bucket et il ne peut pas être uploadé une deuxième fois. Une grosse partie du projet, c'est ce pipeline d'ingestion des documents. Vous avez dû le développer? Non, pour le coup, c'est open source serverless. C'est le Oui, service. mais vous devez les indexer, les vectoriser, etc. Non, mais ça, c'est effectivement C'est tout ce qui est géré par le service Bedrock Knowledge Base et open source serverless. Donc, c'est géré de manière transparente par le service. Après, c'est géré de manière, standard. Et dans certains cas d'usage dont on va parler, où on avait besoin de peut-être plus de performance, plus de précision, on a géré plus spécifiquement le flux d'ingestion. Vous disiez plutôt quand le même document est uploadé 2 fois, il y a pas, ça ne se fait pas. Mais du coup, si c'est 2 clients différents qui veulent uploader un C'est document simplement similaire. qu'on ajoute deux métadonnées différentes, on Ah, associe deux donc métadonnées différentes au même assistant, il au est même document. accessible aux 2 agents. Oui, tout à fait. Ok, le même Tout à document. fait. Ouais, on gère par les métadonnées. Ok. Pour pareil, très concrètement, quel modèle de vectorisation, quel modèle de Ouais. génération de texte? Ouais. Est-ce que vous en avez essayé plusieurs? Ouais, donc on est parti dès le début avec Claude. Alors à l'époque c'était Claude Instant V1 Oula, oui. en commençant, parce qu'on a commencé tôt, puis Claude V2. Et donc on a beaucoup continué avec Claude parce qu'il nous satisfaisait bien. On essayait aussi des modèles Llama ou d'autres, mais finalement qui tenaient pas trop la comparaison par rapport à Claude, notamment sur la fenêtre de contexte qui est pour nous très critique parce qu'on Ouais, fait un ingère beaucoup de beaucoup de documents. documents. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, ça continue à être important, même si on est très intéressé par la sortie de Llama 4 qui vient d'arriver. Et donc, et aussi en termes de protection et de conformité à nos exigences d'IA responsable, Claude, par construction, avec sa conceptual AI, était très, très bien placé. Et pour la vectorisation? Et pour la vectorisation, on est parti sur Cohere Embed. Il y en a que deux, hein, je crois, sur Bedrock, c'est Cohere et Titan. Titan, ouais, Titan. Ouais, et on a aussi utilisé Titan sur d'autres cas d'usage pour avoir, je crois, une taille de vecteur un petit peu plus grande, enfin une taille de vecteur plus grande. Ouais, je parlais du corpus, donc une des activités, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ça, mais donc un des use cases, justement, c'est d'avoir tout le corpus réglementaire de l'activité marine et offshore, et pour à la fois supporter nos collaborateurs à avoir un accès à l'information rapidement, et à la fois pouvoir fournir un soutien plus rapide à nos clients qui ont des questions très spécifiques sur leur projet. Donc en fait, c'est pas comme dans l'automobile où il y a 25 000 fois le même véhicule. Chaque bateau est spécifique. Et donc là, il faut vraiment prendre en compte tous les éléments pour aller retrouver la partie du règlement qui s'applique à ce cas-là. Et là, il y a une question de temps parce que le coût des chantiers, le support qu'on doit fournir aux clients, c'est très important.
Et donc là aussi, ça permet d'accélérer énormément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc il y a les documents publics et il y a nos réglementations qu'on écrit nous-mêmes. Et c'est des documents PDF qui font 3000 pages, par exemple. Qui doivent Donc, être particulièrement digestes à lire. Ouais, c'est c'est de très notre complexe mieux, et mais assez à c'est très retrouver. Ouais. complexe. Il y a des grands tableaux et donc les stratégies de chunking de base on coupe bête et méchant. Ah ouais, quand il y a un tableau, ça fonctionne marche pas. pas du tout. Et donc là, justement, on a travaillé avec AWS dans le cadre d'un prototypage, justement pour avancer sur des stratégies plus intelligentes de chunking qui nous permet justement de prendre l'entièreté du tableau pour pas perdre les informations, par exemple, de lignes et colonnes et de à quoi correspond. En plus, on a des tableaux un peu compliqués, c'est pas juste lignes et colonnes, il y a des sous-cases, des regroupements. Et donc, réussir à extraire toutes ces informations-là. Et pareil, la structure de nos règlements sont faits avec articles, sous-articles. Et il faut bien revenir à cet élément-là. Le chunking, pour ceux qui ne Ouais. sont pas habitués à Ouais. ces termes barbares de GenAI, c'est découper un document en chunks, donc en morceaux. Et c'est quasiment un art quand on fait du RAG, parce qu'on ne peut pas simplement découper paragraphe par Ouais, paragraphe. Il tous faut les un 30 mots overlap, ou tous les 30, ouais. combien l'overlap, comment traiter les images, les tableaux, etc. Je crois que dans Bedrock, maintenant, on peut, et c'est peut-être grâce à vous, appeler une fonction lambda qui va décider de la stratégie de chunking pour que Ouais, tout à Bedrock fait. ne le fasse pas. Ouais, tout à fait. Ouais. Et déjà, au-delà de cette customisation complète, il y avait quand même quelques stratégies différentes de chunking qui sont disponibles dans le service Knowledge Base de Bedrock, qui sont intéressantes, qui permettent effectivement d'avoir des recoupements entre différentes chunks, de gérer le niveau de recoupement. Il y a différentes possibilités qui existent et on utilise certaines de ces possibilités pour déjà fournir un niveau standard de Knowledge Base qui fonctionne bien dans pas mal de cas. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on monitorait via les analytiques sur les conversations quels sont les assistants qui marchent le mieux, de telle manière à voir qu'est-ce qu'on peut répliquer comme use case de manière plus large. Donc en fait, on a une démarche qui est principalement bottom-up, avec un peu de top-down aussi sur quelques grands cas qui semblent évidents à traiter, notamment la partie support technique interne, la gestion des tickets, etc. Mais ben voilà, il y a aussi une démarche très très bottom-up de voir qu'est-ce qui marche sur le terrain et qu'est-ce qu'on va pouvoir répliquer de manière plus large. Alors, vous l'avez cité 2 fois déjà, use case. Allons-y. Concrètement, 2 cas d'utilisation par les collaborateurs ou 2 agents que des collaborateurs ont créés. Ok, donc l'activité historique, Bureau Veritas, la marine. Donc on va venir certifier et assurer, donc on appelle ça des sociétés de classe. Donc Bureau Veritas, c'est une société de classe qui va venir à partir du début du chantier, de faire la revue des plans du bateau. Construction d'un bateau. Ouais, voilà. Suivre la construction. Et une fois que le bateau est livré et en service, il va venir faire les visites régulières. J'aime bien vulgariser pour dire c'est le contrôle technique Ouais, c'est ça. du bateau. Ça va beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, l'industrie c'est la maritime, conception. ça représente énormément de toute l'industrie marchande au monde. Et dans ce cadre-là, donc en fait, il y a l'IMO, International Maritime Organization, qui, elle, produit des textes régulatoires. Donc, il y a tous les pans du métier, donc que ce soit la protection des humains, du travail ou d'autres parties un peu plus scientifiques sur où est-ce qu'on mesure la qualité du carburant ou l'épaisseur des tôles pour le bateau. Donc voilà, Très en détail. il y a énormément de discussions et de changements régulatoires. Dès qu'il y a un gros accident, eh ben, on tire les conclusions et c'est des amendements qui rentrent en force. Donc, il y a une énorme partie du corpus régulatoire qui est externe à Bureau Veritas. Et nous, on vient prendre tout ça, l'ingérer et modifier nos propres règlements qu'on va venir appliquer pour nos clients. Et donc, encore une fois, là, on a, comme je disais, des PDF de plus de 3000 pages et c'est quelque chose qui a grandi en complexité depuis nos 200 ans, presque 200 ans d'existence. Là, ce qu'on souhaite faire ce que nous donne comme possibilité le GenAI, c'est d'aller beaucoup plus loin qu'un contrôle F, mais de comprendre tout le contexte du Contrôle prompt. F, c'est pour chercher un mot-clé dans le Ouais, texte. voilà. Et d'aller beaucoup plus loin sur avoir une compréhension globale du document, de retrouver la position de l'information. Et ce qui est critique pour nous, parce que quand on a commencé à travailler sur ce sujet-là, il n'y avait pas encore toutes les sources. Là, quand on utilise n'importe quel modèle, souvent on a les sources. Et là, à ce moment-là, nous, c'était critique d'avoir ça. On ne négocie pas avec la qualité. En fait, un mauvais choix, une mauvaise réponse peut être critique sur tout un chantier et avoir des conséquences désastreuses. Et donc, ce qu'on veut, en plus de l'utilisation du GenAI, trouver l'information, mais réduire le gap de vérification, parce que c'est nos experts qui utilisent cet outil. Et donc là, l'idée, c'était de fournir la source de l'information
et un lien rapide pour aller sur le document et vérifier le contexte du document. Parce que est-ce qu'on parle d'un navire maritime ou bien militaire, par exemple. Et donc voilà, donc il y a tous ces éléments de contexte qui ne sont pas forcément dans le prompt. Et donc là, il y a aussi une acculturation. On reviendra un peu plus tard sur tous nos réseaux d'ambassadeurs pour expliquer c'est quoi un bon prompt et comment bénéficier au mieux du generative AI. Mais voilà, donc ce Donc, contexte-là. aider les collaborateurs, moi je dis tri, je le répète pas à chaque fois, Ouais, à naviguer dans le document, sans jeu de mots, puisqu'on parle de ouais. la marine, mais à chercher des éléments avec le lien vers la source, etc. Un contrôle F sur stéroïde, si je dois faire Ouais, parce un résumé. juste pour préciser, on avait déjà une application qui nous permettait de chercher dans nos règlements, Rules Explorer, mais on était confronté aux limites La sous recherche le par texte, mots-clés. ouais, Ouais. de la recherche par mots-clés. Et effectivement, on avait besoin de gagner en intelligence et en compréhension contextuelle. Tout à fait. Et plutôt, vous parliez potentiellement d'images. Est-ce que vous exploitez aussi la capacité multimodale de vos modèles pour aussi avoir une compréhension des images, pas Ouais, de juste le plus en chunking? plus, parce qu'effectivement, il y a besoin d'interpréter des plans ou simplement peut-être des documents partiellement manuscrits ou dans lesquels voilà, il y a des informations qui sont notées à la volée sur le document à ce moment-là et on a besoin de ressortir ces informations. Et effectivement, là, les modèles comme Claude, mais il y en a d'autres aussi euh, qui interprètent à la fois le texte et les images, nous permettent de prendre l'ensemble des informations qui sont dans ce cas-là. Typiquement, on a traité le cas de navires qui transportent des matières premières, par exemple des grains, du soja, voilà, de matières premières alimentaires, agricoles, et dans lequel on a comme principal document de travail un schéma de remplissage des cales du navire. En gros, c'est un schéma du navire avec les différentes cales et le nombre, en fait, marqué à la main, combien il y a de tonnes de grains dedans et combien est chargé par jour. Et donc ça, c'est notre document de travail de base. Et ensuite, on va l'utiliser pour vérifier la quantité et la qualité. On avait besoin de digitaliser ces documents-là. Et c'était effectivement pas possible avant d'avoir ce type de technologie à notre disposition. On peut peut-être ajouter que là, on est en train aussi d'évaluer Nova Pro, ouais, tout à fait, exactement sur ces use cases multimodaux. Ouais. Pour revenir sur le use case de la marine, il y a aussi une chose qu'on a fait, c'est qu'on a déplacé la complexité de gérer la base documentaire et la garder à jour. Donc aujourd'hui, un utilisateur de Marine & Offshore, donc il s'identifie pour accéder à Jules et il a déjà 7 assistants qui a accès à son RAG avec tout le corpus documentaire régulatoire de la marine qui est à jour avec un administrateur et l'ingestion est automatique et donc dès qu'il y a un document qui est modifié, mais on va remettre ça à jour. Comme ça, il a juste à travailler et à pas à réfléchir à est-ce que je suis bien sur le dernier document en force et en vigueur et est-ce que je peux travailler confortablement. Là, il a juste à utiliser l'outil, récupérer ses réponses, aller voir les sources et vérifier quand il a besoin. Et voilà. Parce qu'il sait que la base de données est à jour. Ouais, et ça nous a permis d'introduire le concept d'assistant officiel, c'est-à-dire que au-delà des assistants qui sont créés par les utilisateurs, on a référencé automatiquement dans l'application certains assistants qui étaient construits, c'est les cas top-down dont je Pas parlais par tout à l'heure, l'équipe centrale, ou par... soit par des équipes centrales, soit par des équipes locales, mais en tout cas, c'est construit sur un cas d'usage bien précis, avec une knowledge base bien précise, et qui sont disponibles de manière officielle. Un autre cas d'usage, un deuxième. Ouais, donc assez vite, et c'était le premier cas sur lequel on a introduit l'usage de l'API publique de Jules. C'était sur l'intégration avec notre CRM, Salesforce en l'occurrence, sur de la qualification des opportunités. C'est-à-dire que on a un système, et c'est là que je rejoins aussi mon rôle nouveau de Data and AI Governance. On avait des exigences sur les opportunités pour qu'elles soient classifiées sur un catalogue de services et de types d'objets, c'est-à-dire le type de produit sur lequel elles portent. Et cette catégorisation, alors, c'est pas qu'elle est difficile, mais elle est rébarbative. Il y a une longue liste, en fait, c'est une drop-down avec une trentaine de codes de service et puis une cinquantaine de codes d'objets, dont certains dépendent du code de service. Bref, on savait qu'on avait un gros problème de data quality
sur le remplissage de ces codes de service et d'objets. Et en fait, c'est venu de manière totalement bottom-up. Les directeurs du management des ventes en France s'est dit, mais alors ils étaient dans une démarche de, on veut automatiser le pricing, on veut automatiser un certain nombre de choses sur le traitement de l'opportunité, mais pour ça on a besoin de codes de services et objets fiables. Et aujourd'hui, je sais que ça marche pas. Et donc, il a testé par lui-même de créer un assistant Jules qui ressortirait le bon code service et le bon code d'objet sur la base de la description de l'opportunité. Et il a travaillé, fine-tuné son prompt par lui-même. Il a trouvé un assistant qui marchait bien. Et donc là, on a dit, OK, l'assistant, très bien. Eh ben, on expose l'API qui permet d'activer, pas spécifiquement cet assistant, mais n'importe quel assistant, de créer une conversation avec cet assistant. Et l'équipe Salesforce a juste eu à appeler l'API pour pouvoir intégrer cette fonctionnalité. Oui, c'était ça ma question suivante, c'était est-ce qu'il peut appeler l'API Salesforce? Non, il a fallu faire appel à l'équipe Salesforce pour intégrer. Oui, mais c'est normal. Voilà. Et par contre, ce qui est très bien avec ce setup, c'est que le responsable Vente France garde la main sur le setup de prompt, de la configuration, de la caractérisation, etc. Et donc, il l'a fait évoluer comme il veut. Il n'y a pas besoin d'une autre interface. Et tu as dit quelque chose de super intéressant. Ça veut dire que vous avez exposé Jules comme une API, donc qui peut être intégrée par d'autres équipes. Donc, un Windows collaboratrice peut développer son agent, comme vous l'avez expliqué, et puis l'exposer non pas comme une interface web pour les autres, mais comme une API pour intégrer. Exactement. Et en fait, tous nos assistants sont accessibles par API, ainsi que les fonctionnalités de base de conversation et de traitement de documents. Mais on a quand même mis une petite limite là-dessus, c'est parce que ça veut dire aussi de la consommation récurrente. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est que la délivraison des clés d'API se fait via l'interface de Jules, mais une fonctionnalité, un rôle qui est réservé au DSI de l'entité locale correspondante. Donc, ça veut dire qu'il y a un point de validation quand même, pour pas partir dans tous les sens, que si je veux utiliser une API, je dois demander une clé d'API à mon DSI. Pour revenir un peu sur la philosophie qu'on a par rapport à l'API, bien sûr, il y a l'interface web et l'assistant Jules qui ouvre accès à plein de modèles pour la productivité personnelle, la capacité de faire soi-même son assistant personnel avec du RAG, comme on l'a vu. Et pour la partie API, je pense vraiment que c'est la partie cachée de l'iceberg où là, on va avoir encore plus de valeur, parce que là, on est sur des use cases bien précis et l'intégration des capacités de GenAI dans nos process. Donc, toute tâche rébarbative, coûteuse qui n'était pas possible avant parce que, comme on disait, les limitations de l'OCR, la structure des documents. Là, on travaille forcément avec plein d'informations non structurées. Et là, on va pouvoir utiliser les capacités de GenAI dans nos process pour faire du robotic process automation intelligent, on va dire, et qui va aller plus loin. Quelques semaines, quelques mois, on parlait d'IA agentique dans un autre épisode du podcast. C'est le début d'un workflow agentique chez Bureau Veritas. Parce qu'à partir du moment, par exemple, où on modifie les données dans Salesforce sur la base de réponse de l'agent, c'est le début. C'est le début de l'IA agentique pour nous. Après, on commence à utiliser des outils aussi, du calcul du web search, etc. Mais déjà, à partir du moment où on commence à intégrer par API, ça commence à changer les choses dans notre système d'information. Est-ce que l'API, c'est la carotte qui facilite l'adoption par les différentes équipes? Pas nécessairement. Moi, je dirais que c'est plutôt dans l'autre sens. C'est le déploiement web, donc avec cette phase qui a été vraiment extraordinaire, où on est passé par quelques messages et l'animation d'une communauté de 150 utilisateurs à 3000, juste sans avoir de message total. Je me rappelle même d'un all hands call, donc top management call avec 80 000 employés de la boîte, ou dans la séance de questions, alors avant qu'on ait communiqué quoi que ce soit, il y a des gens qui ont demandé si l'interface qu'on n'avait pas encore nommée Jules à ce moment-là, de d'IA générative, allait être déployée à toute l'entreprise. Et ça a mis un petit peu la pression. la CEO un petit peu en délicatesse, mais en tout cas, ça montrait qu'il y avait une attente très très forte sur ce sujet-là, et ça a encouragé effectivement à déployer et aller au bout. Et donc après, environ 8 mois d'expérimentation entre janvier et août 2024, on a décidé de l'ouvrir officiellement, même si en fait le système était déjà complètement prêt. C'est juste, on a communiqué officiellement dessus. Maintenant, ça y est, c'est prêt, vous pouvez y aller. Mais l'adoption et les chiffres dont tu parles n'est pas venu par hasard. Vous avez
penser une stratégie d'adoption au sein de l'entreprise, ce qui est pas facile. On répète, 140 pays, si j'ai bien noté, des dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde. Euh, Quelle est la stratégie que vous avez mis en place pour déployer pour faire adopter cet outil finalement? Dans la phase amont bêta, comme le disait Michel-Ange, là, c'était plutôt sur les bases du volontariat. Donc, ceux qui sont tech adeptes, qui ont postulé pour devenir ambassadeurs. Et donc là, c'était un rôle vraiment sur le volontariat. Et d'ailleurs, on a vu des gens qui n'étaient pas spécifiquement tech, mais par exemple, des gens qui viennent de la finance, se positionner comme ben, ok, je veux vraiment, je trouve ça super, je veux vraiment apprendre à l'utiliser et devenir vraiment des leaders sur ce sujet-là, quoi. Parce que justement, une des magies de l'IA générative, c'est de rendre l'informatique accessible à des non-informaticiens. Ouais. Et ce nouveau langage GenAI, il suffit pas de mettre la solution sur table et se dire: «Bah, voilà, la magie va s'opérer». Il faut à la fois l'adapter et c'est pour ça que ça donne beaucoup de sens. Donc, principalement déjà la confidentialité, toutes les informations qui sont partagées avec, c'est pour ça. Donc c'était une des raisons principales pourquoi on a lancé ce projet-là. Mais aussi pouvoir adapter la solution à nos collaborateurs. Et donc encore une fois, c'est vraiment en 2 parties. C'est adapter la technologie à l'utilisateur et entraîner l'utilisateur à avoir le bénéfice de cette technologie. Parce que aujourd'hui, on a des utilisateurs qui utilisent des moteurs de recherche. Donc 3 mots-clés, entrée et j'essaie de regarder les résultats. On fait la même chose dans un prompt. Non, il n'y a pas assez d'informations de contexte. Donc il y a tout cet effort d'acculturation sur comment bénéficier des capacités du GenAI. Ouais, et on voit toute la différence que le prompt engineering fait en mettant effectivement correctement le rôle, l'attendu, la forme, etc. Ça change complètement le résultat et ça fait la différence entre un mauvais et un bon résultat. Mais ça s'apprend, ça, les prompts que Ouais. j'écrivais il y a 2 ans et ceux que j'écris maintenant n'ont plus rien à voir. Il y Tout a à fait. beaucoup d'expérience, il y a de la Ouais. lecture aussi, donc il y a des Ouais. places de formation. Enfin, Ouais, donc on a déployé tout un parcours de formation avec du e-learning accessible à tous, mais aussi un réseau d'ambassadeurs, donc une sorte de pyramide avec un niveau super ambassadeur, un niveau ambassadeur, dans chaque entité opérationnelle du groupe, avec donc des gens désignés, et qui prennent du temps pour d'abord, cascader de la formation, organiser des sessions de formation ou d'information autour de l'usage de Joule et du prompt engineering, et puis, aussi répondre aux questions, je dirais, d'usage. Comment je fais pour faire bien? Et accompagner localement. Donc aujourd'hui, je crois que c'est plus de 600 ambassadeurs, on a bien passé la barre des 400. Et on vise 1000 d'ici la fin de l'année. Et on continue en fait à avoir des demandes et des expansions là-dessus. Et on monitore le nombre de formations et d'accès au contenu de formation qui est dispensé par le réseau d'ambassadeurs. Une dimension Voilà. à prendre en compte, c'est que on est sur l'entièreté du monde. Et donc, langage différent, culture différente. Et donc, même sur une zone géographique, qu'on prenne l'Amérique du Sud, eh ben, il y a du portugais, il y a de l'espagnol, il y a des activités qui sont dans des laboratoires où tout le monde est là, d'autres avec des inspecteurs sur le terrain Où qui personne passent n'est là. pas beaucoup de temps dans le bureau. Et donc, voilà, l'idée d'avoir aussi ce réseau d'ambassadeurs, c'est de pouvoir customiser l'acculturation en fonction de l'audience. Et ça, c'est très important aussi. Et avant de proposer cette solution à l'échelle de votre entreprise, est-ce que vous avez observé un peu de l'utilisation de la GenAI un peu sauvage où que chaque personne utilisait de son côté Il sa y en avait solution? clairement, Ouais. et on l'a laissé en fait, faire dans le cadre, des guidelines qu'on avait mis en place sur, justement la restriction des données, utilisables sur des solutions externes. On a monitoré au niveau du proxy, les usages qu'il y avait là. À un moment donné, on a bloqué l'accès, l'utilisation de documents internes vers la solution, externe et puis, ben, après le déploiement, de Jules et je dirais du programme de déploiement et d'adoption, on a fermé l'accès à certaines solutions, externes qui étaient très utilisées. quels sont les challenges que vous avez eus pour la mise en place? Je parle de la mise en place, l'implémentation vraiment de la solution au niveau technique, challenge, les leçons apprises, etc. Honnêtement, on n'a pas eu tant que ça de challenge justement grâce à l'architecture serverless, et de Bedrock et qu'on a mis en place autour avec Lambda et cetera. Peut-être le petit point, de challenge, était sur les certaines limitations d'Open Source serverless qui est pas complètement, élastique et serverless. C'est-à-dire que, en fonction de la taille de la base documentaire, il y a
forcément une certaine taille de compute qui est réservée pour traiter cette taille de base documentaire. Donc, voilà, c'est une limite à l'élasticité. Mais ça a aussi des avantages en termes de temps gestion de temps de réponse, etc. Je crois que c'est surtout ça le challenge, parce que le reste, ça se fait très bien. La question des guardrails, de la sécurité de la réponse, Ouais, éviter alors, les hallucinations. ouais, ça, on le gère de différentes manières. On a du système prompt. On n'a pas eu besoin, on n'a pas trouvé le besoin de mettre en place de guardrails, parce on n'a pas trouvé de cas où ça nous mettait un avantage vraiment significatif par rapport à nos exigences et par rapport à ce que Claude, par exemple, faisait déjà. Si là, on déploie Llama 4, Nova, peut-être qu'on va avoir besoin, un, de renforcer le système prompt, et deux, de mettre en place quelques guardrails pour avoir des propriétés que Llama 4, par exemple, n'aurait pas par défaut par rapport à Claude. En fait, ce que j'entends plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Si j'ai bien compris, vous n'utilisez pas du tout de fine-tuning. Les Non, pour racks se l'instant, suffisent à eux-mêmes. ouais. Pour Donc, l'instant, on n'a pas encore trouvé le cas où on avait besoin des fine-tuning, parce que un rack bien fait plus un prompt engineering bien fait, ça résout déjà beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Ceci dit, on ne s'interdit absolument pas, mais on n'a pas encore eu besoin d'aller jusque-là. Non, mais c'est très intéressant. Et À la la base fois, documentaire aussi, je me permets, ouais, la base documentaire qui évolue et oui, qui est oui. plus à jour. Et donc, aller faire du fine-tuning pour refaire un coup Ouais, tout à 3 fait. semaines plus tard. Et c'est pour ça que le rack, c'est Pa- le parfait compromis. C'est qu'à un moment, on parlait beaucoup de ça, et en fait, on se rend compte que le rack se suffit à lui-même pour beaucoup de cas, et c'est un cas assez particulier. Et aussi pour les guardrails, on se rend compte que quand le modèle de fondation est quand même bien architecturé, on va dire, il y a déjà pas mal Ouais, de de contrôles qui interne, sont ouais. faits en amont. Ouais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler dans les guardrails de raisonnement automatisé. Oui, oui. Vous utilisez ça? On l'a pas encore automatisé, pardon, on l'a utilisé pour l'instant. Je pense que c'est des choses qu'on regarde pour lutter contre certains cas d'hallucination Ouais. spécifiques. On cherche toujours à aller vers la meilleure qualité possible, comme je le disais. Et donc, dans les voies d'exploration, d'ailleurs, on a une keynote là-dessus avec Adrien Lebray sur le RAG et toutes les nouveautés. Donc, à la fois la mise à jour de la base de données, le reclassement de ce qui ressort du retrieval et la partie LLM Judge, qui est très importante aussi. Et un des challenges auxquels on fait face aussi, c'est que les corpus sur lesquels on travaille sont énormes. Et moi, je porte beaucoup d'espoir à tout ce qui est GraphDB, enfin GraphRag, pour avoir une représentation différente du savoir et pour avoir une meilleure qualité de réponse sur un corpus qui est encore plus grand. Et ça, c'est dans les voies d'exploration sur lesquelles on travaille en ce Et moment. pour compléter la réponse sur la partie guardrails, on a fait un assessment de notre solution avec un outil d'évaluation d'IA responsable qu'AWS a développé, qu'on explore pour d'autres éléments. Et cet outil a vérifié en fait un ensemble de propriétés sur justement la robustesse, la fiabilité, le harmlessness, donc la safety en fait, du modèle. Et globalement, on était déjà très bon en fait, sans avoir besoin de guardrails. Ça nous permettrait peut-être d'aller un cran plus loin, mais voilà, on a déjà, et je pense notamment à cause des qualités de Claude d'Anthropic, un bon niveau à ce stade, plus effectivement les ponts de système qu'on a pu mettre en place pour spécifier à nos cas d'usage. Il y a d'autres aspects que vous regardez pour le futur, parce que maintenant vous y êtes, c'est en prod, vous avez des milliers d'utilisateurs à travers le monde. Alors on vient d'en parler de quelques-uns, mais peut-être il y a d'autres aspects que vous regardez aussi pour le futur. On est déjà en train de travailler sur Vous êtes déjà dans le futur. des architectures multi-agents, bien Mhm. sûr. Là, on a des cas d'usage très précis. Mais l'idée, même pour reparler du RAG et le fait qu'on laisse la possibilité à l'utilisateur de faire ses propres assistants, il y a toute la question maintenance de modèles. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'itérations avec les experts métiers pour s'assurer de la qualité. Et donc, on finalise un assistant avec un modèle LLM. Et si on veut prendre un nouveau modèle fondationnel, bah, ça peut casser les résultats. Donc, il y a cette dimension-là. Et je vais prendre ça pour exemple on va aller vers le multi-agent et comment on s'assure d'avoir une architecture qui soit modulaire pour pouvoir la maintenir et pas juste empiler des agents spécifiques et se retrouver avec une armée d'agents qui ne soit pas maintenable. Et donc là, on est en train d'adresser tous ces sujets-là pour être le plus modulaire possible. Encore une fois, toutes les industries auxquelles on s'adresse, elles ont des besoins spécifiques. Donc l'idée, c'est de démocratiser ça, mais avoir une couche fondationnelle qui nous permette justement d'avoir soit
de mettre à l'échelle des cas qui sont intéressants pour l'entièreté de l'entreprise, soit de maintenir facilement chaque cas de niche, on va dire, utilisé et où on peut apporter de la valeur pour nos équipes. Chez Lange. Et de manière plus générale, on est aussi à un moment de notre histoire où on a besoin d'un process reengineering global, de pouvoir délivrer nos services de manière plus globalisée, plus homogène de manière générale. Et donc, ce process reengineering, on va le faire en prenant en compte les capacités de l'IA et de l'IA générative. Et ça change complètement la perspective et la manière d'opérer le métier. Ouais, quand on met l'IA générative au cœur des process métiers et de la manière dont on repense les process métiers. J'ai une dernière question. Est-ce que vous écoutez parler? Il y a un projet d'engineering, de déploiement qui prend du temps, donc qui coûte de l'argent. Comment on mesure le ROI sur ce genre de Ah, projet? J'allais parler de l'analytics, des KPI. Donc encore une fois, pour la productivité personnelle, on fait des questionnaires, on essaye de mesurer, on a des estimations. Là où c'est intéressant pour la partie API, c'est qu'on est sur du use case concret, qu'on scope en amont, on détermine tous les critères. Et c'est des habitudes qu'on a eues d'ailleurs avec les équipes prototyping AWS pour s'assurer qu'on va aller développer des solutions qui auront un impact fort. Et voilà, donc là, on a aussi on a mis en place toute une série de bootcamps, donc avec une acculturation des équipes IT locales sur le GenAI, avec des use cases très spécifiques et une période de prototyping de 2 semaines. Ouais. Et j'ajoute que le contrôle financier étant un de nos absolus au même titre que l'intégrité ou la sécurité, on a des contrôleurs financiers qui vont s'assurer que le gain estimé en amont par rapport au use case, lorsqu'il est déployé, on va effectivement réaliser ce gain voilà, et qu'on va le matérialiser par, je dirais, du réemploi sur autre chose ou carrément directement de la génération de marge complémentaire. Donc, enfin, c'est pris aussi très au sérieux du point de vue financier. Ouais, une Donc, partie on a soft intérêt à saving, délivrer. hard saving. Hard, on peut clairement aller demander des comptes et suivre. Et la partie soft, c'est une estimation par rapport au taux d'utilisation, nombre de tokens utilisés. Et on a de l'analytics sur les différents types de requêtes qui sont faites pour s'assurer que. Ah, mais j'ai aucun doute sur l'aspect coût. Vous savez très bien Ouais, combien ça vous coûte. C'est plutôt combien ça rapporte. Ouais, c'est vrai, exactement. non, mais là, pour le coup, effectivement, on a dans l'analyse du use case, il y a une partie business case qui est faite pour bien comprendre qu'est-ce que ça va nous rapporter derrière. Et il y a, je peux vous le dire, c'est un sujet de discussion assez fort avec les entités opérationnelles. Enfin, quel gain on espère effectivement matérialiser. Et on va le suivre. L'IA générative au cœur des futurs process métiers de Bureau Veritas. Michel-Ange Camille, tu es Group Data and AI Governance Program Director. Édouard Lagrue, Group AI and Robotics Product Manager. Messieurs, merci d'avoir répondu à nos questions. Tiffany, merci. Et à très bientôt dans un nouveau podcast AWS en français, dès vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.